C'est l'homme aux 1000 tours, Muse, qu'il faut me dire. Celui qui t'enterra quand de Troie élut piller la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui sur les mers passa par tant d'angoisses, en luttant pour survivre et ramener ses gens. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse voulait juste rentrer chez lui après la guerre de Troie. Mais il s'est perdu en Méditerranée et a mis 10 ans pour retrouver son île, Ithaque. Au cours de cette errance, il a découvert de nouveaux horizons et un tas de personnages comme le Cyclope et les sirènes. Nous sommes partis à la rencontre de ces monstres sacrés et à la découverte des traces qu'Ulysse a laissées dans la conscience des gens 3000 ans après son passage. C'est avec un ancien voilier de course et une équipe de jeunes cinéastes et photographes que nous nous lançons dans une nouvelle odyssée sur les traces d'Ulysse. Le voyage géographique d'Ulysse est bien sûr sujet à maintes interprétations. Nous suivons une version basée sur la réalité de la navigation, les vents, les courants et la durée des déplacements. Cette route nous amènera de la mer Égée en Tunisie, en Sicile, en Sardaigne, en Italie, dans les îles éoliennes, à Malte et de retour en Grèce, à Corfou et bien sûr, Ithaque. Avant de partir sur les traces d'Ulysse, il fallait quand même venir au centre du monde hellénique. Et quelque part, avec ça, le centre du monde de notre civilisation, Delphi, un site particulier parce que c'était pas vraiment une ville, c'était juste un endroit de culte où les gens venaient pour demander un avis à l'oracle. Et on peut dire qu'on vient pour ça. On est venu voir si on est sur la bonne route. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie à Delphes. Notre oracle, à nous, on l'a rencontré à Malte, sur l'île de Calypso. Voilà sa prévision. Nous la reverrons là-bas. And thank you. God bless you. God bless you. God bless you in your boat. Yes. One day, you will have a boat belongs to you. Because the owner, they gave it to you. Don't forget this, but don't think about it. I won't think about it. I'll remember it if one day it is going to happen. Let her come, love. Let her come back. I let life come. And then you say she was right. I won't forget that. You know how they are, the owner of the boat. Dans le port d'Athènes, nous embarquons sur notre bateau, un héritage de la Huitprêde, course autour du monde. À l'époque, il s'appelait Great Britain II. Et déjà nous rencontrons les premiers passionnés de l'Odyssée, des archéologues qui fouillent en plongeant dans le port à la recherche d'informations sur les chantiers navals de l'Antiquité. Qui sait, peut-être que les bateaux d'Ulysse ont été construits ici. We're looking for the ancient shipyards. This has been a harbor area for at least the last 2,500 years. The most interesting thing is to see how long the houses were, because that determined how long the ships were. We think about 40 meters. Can we imagine that what you find out about ships could correspond to Ulysses' ships? Since the Odyssey was written, probably in the 6th century, I believe that they took things from that area and put into the area where the Odyssey was supposed to take place. The description of the ships in the Odyssey would correspond more to the time it was written than to the time when it actually took place. Exactly. Voyons ce que pense le collaborateur grec. For many Greeks, Odysseus is like a role model, you know. He goes, he has a big war, he gets rich, he goes traveling 10 years here and there, and then he goes back and his wife is waiting. We hear so many different versions of theories. Everybody has theories here in Greece. Who was Homer? Well, theories are theories, you know, they're not evidence. But besides that, I think that it's quite interesting, the fact that people really still make theories about Odysseus, about Odyssey, about Homer, and I think this is more important than the validity of these theories. Is it more a kind of
a thing which touches the whole Occidental culture? Well, I think that it is definitely universal. Yeah, it's a world heritage. It's the most ancient written story of Western civilization. So everybody has a piece of that. But for Greeks, it's not that something as a story, but I told you, it's a part of everyday life. You might have in any occasion people referring to Odysseus as referring to something that happened yesterday. Sympathiques, ces archéologues. Nous les invitons à dîner à bord. Indiana Jones? All my life. Always. We all do. Oh, yeah. That's part of the profession. L'écrivain, journaliste et traducteur de l'Odyssée, Kostas Doukas, vient nous expliquer sa théorie personnelle concernant l'identité d'Homère à bord de notre voilier. Selon mon avis, Homère était un témoin oculaire de la guerre et a écrit plus tard les événements de la guerre et les aventures d'Ulysse après la guerre. Et qui pourrait être Homère, selon mon avis? Et ça, c'est une théorie que je la soutiens, que en l'Iliade, que Homère était Ulysse et Ulysse était Homère. C'était lui l'écrivain réel, parce que c'est lui qui était présent, et pas seulement ça, c'était le protagoniste de l'Iliade et le protagoniste de l'Odyssée. Ce n'était pas Achille ou Agamemnon ou je ne sais pas qui autre. C'était Ulysse. Il intervient quand la situation est difficile et sauve l'armée. Tout le monde l'admire. C'est lui qui a imaginé le stratagème du cheval en bois. Oui. Et il est toujours le vainqueur parmi les athlètes, toujours le premier. Et généralement, il est le protagoniste. Donc vous pensez qu'il a été vraiment si fort, oui. ou il était poète, très... présent, et s'est imaginé d'être le héros de la guerre? Psychologiquement, moi, j'approche cette solution. Un héros, certes, c'est Ulysse dans l'Iliade. Dans l'Odyssée, Ulysse incarne beaucoup plus l'archétype de l'aventurier. Il n'est plus en but avec des ennemis, mais au mystère du monde et de la vie. Il doit survivre aussi bien aux rencontres avec des monstres fantastiques que résister aux tentations séductrices. Que pensent les navigateurs d'aujourd'hui de ce marin d'antan qui a mis 10 ans pour aller de Troie à Ithaque? His theory is this work that I'm referring to was done by one of our members who has taken verses that describe the sky and where he could see X star there, X star there, X star there. And it is interesting that he goes into great detail in describing those stars and the positions that he could view them in the sky. Now, it is impossible to view these positions unless you were crossing the Atlantic. So they say. Il est vrai que l'Odyssée est pleine d'informations géographiques et nautiques qui faisaient d'elle un guide précieux pour les navigateurs de l'époque. Et c'est l'exemple d'Ulysse qui a fait des Grecs une nation d'armateurs et de marins. Et donc, quel est votre jugement sur Ulysse comme... Ulysse était un grand navigateur comme tous les Étaquiciens. Oui. C'est pour cela que Grèce a une marine marchande qui est le plus grand du monde. Parce que Ulysse, l'esprit de l'Ulysse, c'est l'esprit que nous avons, nous les Grecs, comme navigateurs. L'esprit de conduire les hommes dans le navire, les idées, la comportation en général. Ce que nous faisons comme capitaine pour persuader les autres de faire le travail et tout ça, que nous sommes toujours les premiers. S'il y a quelque chose de faire, c'est nous les capitaines qui le fassent. Les premiers à faire. Alors je crois que c'est l'esprit d'Ulysse. The real spirit of the sea is communication and income. Income, because all the great expeditions started were to find
new places for transports. Transport means profit. And profit brings culture. And Ulysses, for me, was the best example, the example of examples. How to conquer the world. How to conquer and how to become famous, first place. Not so much to gain money, because as you know, the Zeus came back and he was just having some presents. So this is interesting because he wasn't a rich man. Because the first episode when he leaves Troya, he goes to the Kykonos. Yes, but forget. And this is a very violent his behavior, way. Yes, he was violent because the Kykonos were his enemies, and he had to behave as enemy. That's the different thing. Qu'est-ce qu'il adore ici? À propos de son comportement chez les Kykones, il a massacré les hommes et a embarqué femmes et vivres. Nous aussi, on a fait les courses, le plein d'eau et de gasoil, puis on se lance. Et vogue la galère. Μέσα από άγνωστο χωριό κοντά στο Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμάσω. En partant d'Athènes, nous allons rejoindre la route d'Ulysse en mer Égée. Τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Voilà, nous sommes en plein traversée de la mer Égée. On ne fait pas tout à fait la même qu'Ulysse. Ulysse, comme vous vous souvenez, il est parti de Troie. Après la guerre de Troie, il est allé faire des courses chez les Kykones. Puis il a filé vers le sud avec certainement le Meltem comme on l'a nous aujourd'hui ici. Et ça a forci, et au Cap Malais, il s'est perdu. Là, nous passons entre Mykonos de ce côté. Et de l'autre côté, nous avons Délos que nous voulons visiter dès que le temps le permet. La traîne, il y a un poisson, attention, la traîne. Pour l'instant, la navigation a l'air facile. Il ne nous reste plus qu'une escale avant de nous perdre en mer comme Ulysse et voir où les vents nous portent. Alors, de la nourriture fraîche en cadeau, ça ne se refuse pas. Nous nous arrêtons à Délos, un des sanctuaires des Grecs de l'Antiquité, pour avoir un accès direct à la culture du temps d'Ulysse. En lisant l'Odyssée, j'étais surpris par le temps que les personnages passent à manger, boire du vin et faire l'amour. On retrouve cette sensualité dans les sculptures de Délos, cité des divinités grecques par excellence. Et c'est reparti pour la mer. Nous voilà à la merci des vents, des courants et de l'expérience de Derek, notre maître de bord. Skipper à plein temps depuis 30 ans, anglais, taciturne, adorable dans son genre. Il a tellement déjà tout vu et vécu en mer que plus rien ne l'émeut. Ce n'est pas pareil pour le reste de l'équipage, qui se compose de l'équipe de tournage d'ailleurs. Donc Xavier, au son, Laurent, deuxième caméra, là en train de s'habituer à la mer, Guillaume Chaplot, photo et internet, toujours en forme, et Guillaume Honig, avec le sourire, en barde et à la première caméra. C'est le seul qui avait quelques notions de voile avant de partir. Tous les autres sont en train d'apprendre sur le tas.
À ce moment, nous sommes 8 sur un bateau moderne et confortable. Eux, ils étaient une trentaine sur un bateau de même taille, exposés au temps. Il n'y avait pas de cabine. Ils étaient assis sur des bancs, prêts à ramer, sans protection. À cette étape du voyage, la flotte d'Ulysse comptait encore une douzaine de bateaux. Il raconte cet instant avec les mots suivants. Mais voici qu'au détour du Malais, le courant, la houle et le Borème ferment le détroit, puis le port de Cythère. Alors, 9 jours durant, les vents de mort m'emportent sur la mer aux poissons. Le 10e nous met au bord des lotophages, chez ce peuple qui n'a pour tout mets qu'une fleur. En fuyant une tempête de nord-est, on peut effectivement débarquer à Djerba. Mais bien sûr, ce n'est qu'une des théories possibles. Celle-là me va. Il y a environ 1500 km entre la mer Égée et les côtes de Tunisie, le pays des lotophages. Voilà le premier lotophage que nous rencontrons. Enfin, je suis bien, quoi. Je suis capitaine, je connais tout. Mais maintenant, les jeunes, vous ne trouvez pas des marins qui veulent travailler. Ils travaillent 1-2 jours, ils gagnent un petit peu, et là, l'argent de la poche, c'est fini. Il va faire congé. Nous, les vieux, on a bien travaillé. Qu'est-ce qu'on dit dans notre vie? On dit, on fait du bien, on trouve le bien. C'est comme ça la vie. Ouais. Ah oui. C'est vrai. Hein? Ah oui. C'est une bonne philosophie. Ah. Voilà ce qu'il découvre, Ulysse, après des jours et des jours de tempête qui l'ont sorti de son pays. Et il découvre un monde nouveau, quelque chose d'inconnu pour les Grecs à l'époque, peut-être par ouï-dire. Et donc, c'est ici qu'il rencontre les lotophages, des mangeurs de lotos. Et ce fameux lotos, qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, qu'on va essayer de découvrir aussi ce que c'est, il fait perdre la mémoire. Or, sitôt que l'un d'eux goûte à ces fruits de miel, il ne veut plus rentrer, ni donner de nouvelles. Tous voudraient se fixer chez ces mangeurs de dattes et, gorgés de ces fruits, remettre à tout jamais la date du retour. Je dus les ramener de force et vogue les navires. En supposant que ce fruit existe, qui va se souvenir d'Ulysse? Voyons déjà ce que peuvent nous dire les hommes dans le premier café que l'on trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore quelque chose qu'on mange ici qui fait oublier? Des fruits. On a le figue berbère, vous le connaissez? Non. Le figue berbère. Ici, c'est à Djerba. Le figue sur les cactus, là? C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est le fruit de base de Djerba. Surtout de Djerba. Et quand on en mange beaucoup, ça fait oublier ou? Non, c'est un peu difficile. Mais ça ne fait pas perdre la mémoire? Non. L'Ulysse, c'est le premier qui est rentré à Djerba, qui a fait connaître Djerba. Ouais. Qui est rentré avec son truc et a fait connaissance de Djerba. Voilà. Et donc il y a le festival. Il y a 3000 ans. Voilà. C'est ça. Et lui, il est venu et il a trouvé un peuple qui mangeait un fruit qui s'appelle le lotos. Et c'est un fruit qui fait tout oublier. Est-ce que ça existe encore ici, un fruit qui fait oublier? Ça existe un hôtel qui s'appelle Lotos au bord de la mer. C'était le premier à Djerba, mais le fruit, je ne sais pas. D'accord. Ulysse, c'est quoi? C'est une fille qui a fait qui est venue installer ici en Tunisie. Il est venu ici, ouais. Oui. Il y a longtemps? Oui, il y a longtemps. Voilà. Mais l'histoire de Lisa, c'est vrai.
Elle est venue, elle a demandé au peuple si elle peut lui prêter le pot d'un chameau en terre. Ouais. Ils ont dit oui, et avec un ciseau, elle a fait couper le pot de chameau pour faire la terre. Elle a commencé comme ça. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est super. Ouais, non, je connais pas celle-là, c'est bien. T'as compris comment? Ouais. Manifestement, ce n'est pas la figue berbère qui fait perdre la mémoire. Les noms sont restés grâce au tourisme, mais leur signification est vague, exotique comme le fruit qu'ont découvert les marins d'Ulysse. Pour moi, le lotos, c'est... Bon, c'est le... Comment on dit? C'est un roi ou un roi grec qui a envahi ici en Tunisie. C'est ça que je connais. D'accord. C'est ça le lotos chez nous. Presque. Mais allons voir ce qu'en disent les notables. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste présent dans la culture aujourd'hui à Djerba qui fait oublier? Non, franchement, je n'ai aucune idée. Le fruit, il n'y a pas de trace. Mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais il paraît que ça ressemble à des pommes. Pas plus que ça. Il y a le palmier lui-même qui donne une sève qu'on appelle le legmi. Et là, évidemment, quand on le consomme frais et sucré, c'est une bonne boisson. Mais si on le laisse un peu la journée, même sans le mettre, il vire normalement. Et alors, si vous en buvez une bonne quantité, il a la qualité d'enivrer, tout comme le vin. D'accord. Et alors là, un oubli, mais un oubli très court, puisque le lendemain, c'est fini. Il y a beaucoup de descriptions du lotos. Il y a un petit fruit sucré qui ressemblerait, mais bon, mais ça n'a pas du tout des effets d'amnésie ou de... Je pense que le vrai lotos, c'est ça, c'est cette beauté du paysage, cette beauté des gens, de l'accueil des gens, c'est-à-dire l'étranger se sent tellement bien qu'il n'a plus envie de repartir. Bon, le lotos restera probablement un mystère. Mais l'Odyssée n'est pas qu'un récit de voyage, c'est un conte philosophique, une histoire d'initiation dans laquelle notre héros est mis à l'épreuve d'une multitude de tentations. Ici, la tentation, c'est le fruit de l'oubli et de la perdition. Difficile de comprendre aujourd'hui ce qui a fait fuir Ulysse aussi vite. Et les jeunes qui grandissent ici à Djerba, qui vont à l'école, à 16 ans, ils savent quelque chose d'Ulysse ou... Je pense, parce qu'il y a tous les ans un festival, le festival d'Ulysse, ici. Il y a des sirènes. Pourtant, j'ai l'impression qu'il est plus ciblé pour les touristes. Ou est-ce que les gens de Djerba, ils vont à ce festival voir les spectacles? Oui, ils vont regarder, s'amuser, discuter, draguer, boire quelque chose, rigoler, tout ça, quoi. Mais je pense que ça reste dans leur inconscient. Donc on pourrait dire, même si le festival est peut-être une invention qui sert au tourisme, ça sert en même temps à perpétuer culturellement cette mythologie. Oui, c'est la mythologie qui va probablement être remplacée par de nouvelles mythologies créées dans les temps présents. Oui, l'Odyssée se réinvente, s'adapte, se transforme avec le temps. Est-ce le propre du mythe? Donc nous quittons Djerba, pas que ça ne nous plaisait pas, mais au contraire, on reproduit l'histoire d'Ulysse. Donc par peur d'oublier ce qu'on avait à faire et de se couler douce ici, on s'en va. On reprend la route et on va voir qu'est-ce qu'on va découvrir comme monde prochain. Nous continuons avec cette barque-là pour rejoindre le bateau qui ne pouvait pas s'approcher de cette île parce qu'il a trop de tirants d'eau et cette île est entourée de hauts fonds. Donc nous avons profité de tester un peu le type de navigation qui ressemble probablement le plus à une embarcation antique. La voile latine est probablement aussi vieille que les gréements qu'ils avaient à l'époque d'Ulysse.
Donc voilà, nous allons rejoindre notre bateau et nous allons voir qu'est-ce qu'on va découvrir comme prochain monde, quelle surprise nous attendra à la prochaine étape.